Ce que je propose pour introduire un peu l'apnée ou pour compléter un peu Stéphane Fabrice pour présenter l'apnée et ce que ressentent les apnéistes. Ouais, une petite vidéo de Morgan Bourkis, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été plusieurs fois, deux fois champion du monde, qui avait arrêté la compétition, qui a priori va la reprendre. Outsider. Voilà, je laisse écrire pour ça. Et l'année dernière, en 2013, j'avais la possibilité de grimper notamment sur la deuxième marque de progrès. Pendant cette épreuve, j'avais annoncé la profondeur de 87 mètres. Et le premier avait annoncé 96 mètres, 9 mètres de plus. Mais il a échoué dans sa tentative, il a perdu connaissance, il a fait une syncope. Et par le jeu des chaises musicales, je me suis retrouvé promu champion du monde, champion de nation. Je m'appelle Morgan Bourkis, j'ai 36 ans et je suis champion du monde dans la discipline du poids constant sans mal. Elle consiste à descendre à une profondeur annoncée à l'avance, le long d'un carré vide, sans assistance et sans matériel. À l'université, je me suis rapproché d'un club qui avait une section alpiniste et j'ai commencé cette discipline qui m'a plu, à tel point que j'en ai fait un sujet d'étude et j'ai travaillé pendant 2 ans sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée. Et j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Et en 2005, j'ai eu une première sélection en équipe de France. Je l'ai quitté jusque-là. Nous sommes des terriens et nous devons nous émerger dans un milieu liquide en sachant nous propulser également et en résistant à des contraintes de haute pression. L'organisme n'est pas fait pour descendre à ces profondeurs, mais il est malgré tout capable de mettre en place un certain nombre d'adaptations et de modifications physiologiques. La première, la plus connue, est la bradycardie, pour que l'organisme soit le plus économe possible. Ensuite, vous avez une vasoconstriction périphérique. L'organisme ferme, condamne tout le système artériel qui alimente les membres supérieurs, les membres inférieurs, et les organes notamment de la digestion, qui ne sont pas nécessaires pour survivre dans ce milieu extrême. Cette vasoconstriction se fait au bénéfice d'une vasodilatation de la zone centrale, et notamment du cœur et du cerveau, qui sont les 2 organes nobles nécessaires à notre survie dans ce milieu. Autre mécanisme, la contraction de la rate. Et enfin, le transfert sanguin d'immersion, qu'on appelle le blood shift. Les principales difficultés au niveau physique résident notamment par rapport à la propulsion. Il faut se mouvoir dans un milieu liquide efficacement, mais aussi de manière économe. Ensuite, il y a un phénomène très important qui est la compensation des oreilles, des tympans. À moins 100 mètres de profondeur, vous vous retrouvez avec 11 bras qui appuient sur le corps humain et notamment sur cette membrane thoracique. Elle est très fine, elle est très déformable, elle est douloureuse. Donc c'est pour ça qu'en envoyant de l'air par une manœuvre, on appelle soit le Valsalva, soit la béance tubulaire volontaire, ou la Frenzel, dans les trompes d'Eustache, on se permet de rééquilibrer cette pression grandissante au niveau du tympan et de remettre cette membrane dans le bon axe et de supprimer cette douleur. D'un point de vue respiratoire, la principale difficulté réside dans l'apnée elle-même. Il faut savoir que l'hypoxie, le manque d'oxygène, grandit au fur et à mesure et ce besoin de respirer à cause de ce manque d'oxygène se manifeste de plus en plus. Il est très lié surtout aussi à l'hypercapnie. Le dioxyde de carbone, c'est le principal stimulant de la respiration. Ça se manifeste notamment par les contractions du diaphragme qui reproduisent le mouvement respiratoire. Et comme la glotte est fermée, il n'y a aucun passage d'air. Troisième difficulté, c'est le côté mental. Il faut accepter de s'immerger dans un environnement plus froid, plus sombre, seul, et où l'imaginaire collectif a de grandes emprises. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'animaux. Certains font peur encore dans l'imaginaire collectif, comme les requins. Et il faut accepter de s'immerger dans ce milieu et bien sûr d'en revenir. Les sensations éprouvées à grande profondeur sont assez extraordinaires. La pression de l'eau a un effet un peu contenant sur l'enveloppe corporelle. Et je ne sais pas si cela reproduit un petit peu le côté originel,
du versement dans le placenta maternel. Mais c'est vrai que lorsqu'on est au fond de l'eau, on a envie de tout sauf de respirer pendant un certain temps, bien sûr. Je m'entraîne de manière quotidienne sur diverses activités. Bien sûr, je pratique la plongée en apnée et l'apnée en piscine aussi. Mais je fais également une préparation physique assez importante et beaucoup d'exercices d'assouplissement. Des assouplissements très spécifiques, notamment sur le thorax et le diaphragme, qui est le principal muscle inspirateur et qui doit être très souple pour pouvoir notamment supporter et résister à ces pressions et pouvoir aussi un peu se déformer et accepter ces pressions pour pouvoir descendre plus bas. Donc, il y a un important travail d'étirement qui sont très proches du yoga. La CAP est une manœuvre glossopharyngée, c'est-à-dire qu'après une inspiration maximale, vous pouvez, en reproduisant ce que fait le poisson, la carpe, et ses lèvres et sa bouche, emmagasiner par petits volumes de petites quantités d'air qui font que vous allez tasser cet air, comprimer cet air, et au final, vous vous retrouvez avec un volume supérieur à ce que vous pouvez emmagasiner par une seule inspiration. Comme la cage thoracique en plus est extensible, le fait de pouvoir comprimer cet air vous permet au final d'avoir un volume beaucoup plus important. À titre personnel, je suis capable de retenir ma respiration pendant 7 minutes. Et je peux dépasser les 100 mètres à la palme notamment. L'apnée, initialement, était une technique ancestrale qui permettait d'aller ramasser le médical. C'était quelque chose d'acceptable. Et puis, progressivement, dans les années 70, on a vu arriver un petit peu la performance. Et des gens qui voulaient des sons très profonds. Et nous, médecins, physiologistes, pour nous dépasser pendant la zone des 50 mètres, c'était incompatible. Parce qu'on avait des données physiologiques qui montraient que le thorax risquait d'être comprimé. Mayol a eu le mérite de nous démontrer qu'on avait malheureusement tout fait en passant les 100 mètres à 80. L'entraînement est essentiel. Alors, non seulement l'apnée recherche de la performance, on est là pour les accompagner, pour essayer de leur proposer des stratégies qui leur permettent d'aller plus loin. Mais surtout, notre but, ça va être aussi d'essayer d'améliorer la sécurité. C'est-à-dire, certes, on découvre des nouvelles techniques, par exemple la manœuvre de la carpe, qui est très bénéfique pour nous lorsqu'on touche très profond pour limiter les contraintes sur le poumon, et qui, d'un autre côté, peut aussi entraîner des lésions pulmonaires si elle est faite de façon excessive. Donc, nous, on va les accompagner, mais surtout, on va vérifier que cette manœuvre n'aime pas de lésions. Notre rapport principal actuellement, en termes d'entraînement, on va se passer sur le versant pulmonaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec eux pour essayer d'amplifier les volumes pulmonaires sans pour autant contraindre de façon majeure les alvéoles. On va travailler sur le relâchement thoracique, on va travailler sur la manœuvre de la carpe qui consiste à engranger le maximum d'air et on va vérifier que cela a un réel bénéfice, mesurant les volumes et en mesurant la durée d'apnée. À la fin de cette apnée, on fera également une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de saignement à l'œil. Le deuxième axe d'entraînement, ça va être de préparer nos apnéistes à un meilleur vécu d'hypoxie. On sait qu'en les entraînant, ils vont consommer moins d'oxygène, ils vont produire moins de CO2, ils vont avoir moins de stress oxydatif. Donc, pour cela, on va leur proposer de faire des tests et de mesurer avant, après leur gazolisation, par exemple, pour montrer justement que leur protocole d'entraînement est bénéfique. Et puis, un dernier réflexe que l'on peut travailler par différentes techniques, c'est le réflexe d'immersion. C'est les entraîner à ralentir leur fréquence cardiaque au maximum. Et pour cela, on a un test simple, c'est une immersion de la tête dans le froid. Là, on va contrôler un petit peu le ralentissement cardiaque, mais surtout, on va vérifier que ce ralentissement cardiaque n'a pas des risques de récupérer. Les prochains défis sportifs seraient déjà, dans un premier temps, de récupérer le record d'Europe. Pour ceci, je devrais dépasser les 92 mètres. Il y a un record personnel à 89 mètres. Et à plus long terme, j'aimerais, d'ici peut-être 1 an et demi, 2 ans, tenter de me rapprocher du record du monde, qui est à 101 mètres. Il y a encore quelques mètres et quelques efforts à fournir. Mais techniquement, je sais que c'est quelque chose qui est abordable, qui est possible pour moi. En plus de mes défis sportifs, le principal objectif reste de me dépasser et de repousser les limites. Bon, là, vous avez passé les 2 heures pour rien, parce que je vous montre la vidéo, c'est réglé, quoi. Ok, on va du coup un peu voir l'accidentologie. Alors, les accidents en apnée, il y a beaucoup d'accidents qui sont communs avec la plongée bouteille.
et du coup, on va les passer vite, ceux-là, puisqu'ils ont fait l'objet de cours spécifiques. Les premiers, c'est les barotraumatismes. Alors, essentiellement, en apnée, ça va être, je vous en ai parlé, pour les barotraumatismes sinusiens et les barotraumatismes de l'oreille moyenne. La différence avec la plongée bouteille, c'est que passer une certaine profondeur, vous avez plus, c'est quand une fois que vous avez atteint votre volume résiduel, vous n'avez plus d'air pour pouvoir compenser en faisant les manœuvres dites, alors le Vassalva, vous connaissez tous, la béance tubaire, c'est ça, hein. Et par contre, il y a le Frenzel, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Frenzel. Frenzel, c'est juste en faisant un mouvement de la langue, et c'est de créer une surpression au niveau du nasopharynx pour essayer d'aller injecter de l'air au niveau des troncs d'Eustache. Okay. Mais pour ça, il faut que vous ayez encore de l'air. En tout cas, au moins au niveau du pharynx, s'il n'y a plus rien, vous ne pouvez plus compenser. C'est là où peuvent apparaître les accidents. Je parle chez les expérimentés, hein, bien sûr, chez les novices, ça peut arriver dans 10 mètres d'eau. Les autres accidents barotraumatiques, il y a le barotraumatisme pulmonaire, et je ferai un petit mot juste après. Il y a bien évidemment la noyade qui est en général une conséquence d'une pathologie qu'on va voir, qui est la syncope hypoxique. Et puis les accidents de désaturation. Alors jusqu'à il y a quelques années, les accidents de désaturation, théoriquement, on disait que ça ne pouvait pas arriver en apnée. Mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Ce qu'on va voir, c'est donc les pathologies qui sont vraiment spécifiques à l'apnée. C'est, donc je vous ai dit, la syncope hypoxique, les hémoptysies. Fabrice en a fait un tout petit mot, on va voir un peu plus en détail. La physiopathologie et la prise en charge. Et puis on parlera un peu du Taravana. Si on regarde un peu l'épidémiologie des accidents en apnée, on a très peu de données. Donc, il n'y a pas de données dans la littérature. Les seules données que j'ai retrouvées, c'est les données du CROSSMED. Vous savez, le CROSS, c'est le Centre de régulation et d'organisation des... Ah merde, il me manque des sauvetages, du secours et sauvetage en mer. Et donc, je regarde à chaque fois l'activité du CROSSMED, donc c'est le CROSS de Méditerranée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que les accidents de plongée, les accidents de plongée, donc vous voyez, si on regarde les accidents de plongée bouteille, c'est 146 environ, enfin, sur l'année 2016, c'était 146 accidents. Plongée en apnée, c'est que 4 accidents. Si on l'accumule avec la chasse sous-marine, ça fait 6 accidents par an. Donc, finalement, l'accidentologie en apnée, elle n'est pas très importante. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que si on regarde la mortalité, il y a un décès sur 6 accidents. Ce qui est beaucoup, hein, par rapport à la plongée, où c'est 4 en bouteille, en sous-bas, hein, où c'est 4 décès pour 146 accidents. Donc ça, c'est un peu, c'est ce qui nous embête. Si on regarde les années suivantes, finalement, les chiffres sont à peu près stables. Alors, vu le faible effectif, on a l'impression qu'il y a de grosses variations. Je vous ai dit qu'il y avait donc 6 accidents. Sur l'année 2017, il y en a eu beaucoup plus, hein, c'était 25 accidents. Si on regarde, là, c'est les données ici. Et par contre, si on regarde les décès, c'est 5 décès sur 25. Donc, on est à peu près dans le même ratio, 1 sur 5. Tout à l'heure, c'était 1 sur 6. Pour 2019, un peu moins d'accidents en apnée ou en chasse sous-marine. Il y avait 15 accidents et on cumule avec la chasse sous-marine et 2 décès. Donc, vous voyez, on est encore un peu dans les mêmes ratios. Pour l'année 2020, la même chose. Alors, j'ai pas les données. Chaque année qui passe, il nous file encore de moins en moins de données, 3 semaines. C'est pour ça que je vous présente les données 2016 qui sont plus précises. En 2020, je ne sais pas dans les décès exactement. Alors, dans les accidents, on arrive à les voir. Apnée plus chasse sous-marine, c'est 14. Dans les décès, c'est difficile de le dire. Parce qu'il y a eu 3 décès, mais sur les 3 décès, il y avait des bouteilles. Et j'ai pas les données exactes. 2021 et 2022, alors vraiment là, j'ai quasiment plus rien, mais on voit quand même c'est encore les mêmes ordres de grandeur. Que ce soit en 2020 ou en 2021, avec une augmentation quand même du nombre d'accidents chaque année. Alors, plus précisément, par pathologie, la première, c'est la syncope hypoxique. Normalement, Fabrice a pas mal vous en parler. La syncope hypoxique, donc, il vous a dit, hein, par définition, c'est quand on a plus assez d'oxygène qui arrive au cerveau. Hein. La reprise de la ventilation en apnée, elle est déterminée, oui, par la PaO2, mais surtout par la PaCO2. Et les chémorécepteurs
au CO2 sont beaucoup plus sensibles que ceux à l'oxygène. Si on regarde, ça c'est un enregistrement du diaphragme sur une apnée, vous voyez que vous avez la phase de bien-être. Okay. Là, c'est le point de rupture physiologique, c'est-à-dire que le taux de CO2 commence tellement à monter que ça entraîne des contractions diaphragmatiques. Et puis après, vous avez la reprise de la ventilation, puisque ça devient tellement intolérable quand on prend la ventilation. Donc ça, c'est une vidéo pour vous montrer les contractions diaphragmatiques qui se voient pas très bien, mais peu importe. Si on hyperventile, ce qu'a dû vous dire Fabrice, c'est que on va pas tellement gagner sur la PaO2, donc on gagne quasiment rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chuter la capnie. L'incidence de ça, c'est que votre phase de votre point de rupture et votre envie de ventiler va arriver de façon beaucoup plus tardive. Et du coup, ça va arriver à un moment où la PaO2 sera tellement basse que vous allez syncoper. C'est ça la physiologie, la physiopathologie de la syncope, c'est qu'on ne sent pas venir, on est toujours dans une phase de plus ou moins bien-être. Éventuellement, on a passé le point de rupture dû à l'élévation de la PSPO2, mais on a tellement chuté la PaO2 qu'on syncope. Alors, les syncopes, la plus médiatisée, la plus connue, c'est celle-là. Donc, je vais vous montrer. C'est Guillaume Néry. Je ne sais pas si ceux qui s'intéressent à l'apnée, on en entend parler. C'était une tentative de record de poids constant en monopale. Et donc, vous allez voir la syncope. Pas de conneries, il tentait 126 mètres, je crois. Pardon. On voit Guillaume Néry à la remontée. Et là, vous voyez qu'il commence déjà à aller pas trop bien. Hein. Bon, ça fait n'importe quoi. Et oui, il n'y a plus personne. Regardez bien les manœuvres de sauvetage. Hein. C'est sa femme qui est là au premier kilomètre. S'il y a quelqu'un qui vous récupère, vous allez voir si ça se finit bien. Et s'il n'y a personne, c'est là qu'il y a la rame. Bon, oups, il y avait un petit problème, c'est que le marquage n'avait pas été bien fait, et donc en fait, il avait marqué à 137, donc lui pensait faire un 129. Et les 8 mètres de plus, ça faillit lui être fatal. Au décours, il a arrêté la compétition. Alors, il a repris après, bon, bref, peu importe. Mais pendant quelques années, ça l'a tellement traumatisé qu'il avait arrêté la compétition. Alors, d'autres exemples de syncope hypoxique, avec une prise en charge qui est beaucoup plus aléatoire, des prises en charge beaucoup plus aléatoires. Vous voyez là, bon, plus personne. Il n'y a plus personne non plus. Oui, là, c'est moins carré hein, comme prise en charge. Là aussi, boum. Alors, là, il n'est pas très bien. Hein. Alors, en général, si on sort de l'eau, vous en tirez sans séquelles. Le problème, c'est que s'il n'y a personne pour vous sortir de l'eau, c'est là où on a les morts en apnée et surtout en chasse sous-marine, où les mecs, en général, vont chasser tout seuls. Alors, vous disiez, c'est souvent quand on arrive en surface. Et c'était le fameux mythe là de la rencontre des 7 mètres. Souvent, en fait, ça arrive dans les derniers mètres, mais c'est pas parce qu'il y a une profondeur à laquelle c'est favorisé, c'est parce que c'est dans les derniers mètres où vous chutez votre PaO2 de façon plus importante et vous arrivez à une hypoxie telle que vous perdez connaissance. Bon, ça, on s'en fout, c'est un mort, c'est pas de la même manière. Hein. Vous voyez, il est arrivé, c'est les 7 mètres, en effet, il a perdu connaissance aux alentours de 7 mètres. Alors, pour pas que ça devienne un drame, la syncope hypoxique,
la seule solution, c'est de jamais plonger seul. Idéalement, d'avoir toujours une ligne de vie. Et puis, de ne pas plonger seul, c'est bien beau, donc ça veut dire sous surveillance, mais surtout, il faut que votre binôme soit formé au geste de sauvetage. Donc, le principe, c'est d'éviter le suraccident, c'est-à-dire la noyade, d'arriver à leur faire fermer la bouche, de les maintenir, de les sortir, arriver à les sortir, de leur mettre les voies aériennes hors de l'eau. En général, ils reprennent une ventilation spontanée. S'ils reprennent pas une ventilation spontanée, il suffit de faire 2 insufflations, et en général, ça permet de reprendre connaissance et de repartir sur une ventilation spontanée. Il existe des systèmes éventuellement pour vous sortir de l'eau et vous garder la tête hors de l'eau en cas de syncope hypoxique, puisque je vous ai dit que normalement on reprend une ventilation spontanée, ça doit pouvoir sauver des vies. Sauf que ce truc-là, il faut vous le déclencher. Donc si vous savez, en général, la syncope hypoxique, vous la sentez pas venir. Okay. On peut faire des tests de sensibilisation à l'hypoxie avec des premiers signes d'hypoxie si on arrive à les sentir, mais c'est pas tout le monde qui a les prémices de l'hypoxie. Souvent, quand même, on n'a aucun prodrome et donc du coup, on perd connaissance. Donc, ce genre de système, ça remplace pas quand même une surveillance de surface ou en profondeur. Un équivalent de syncope hypoxique, c'est ce qu'on appelle la samba. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé là. Samba, ça ressemble à ça. Alors, pourquoi ils appellent ça la samba? Tiens, je vais cliquer dessus. Parce qu'ils ont des mouvements anormaux, d'accord? Un peu, ils dansent la samba. En fait, c'est la même pathologie. C'est un début de syncope hypoxique. Souvent, c'est minimisé par les apnéistes. Ils disent, oh, ça va, j'ai juste fait une petite samba. Non, c'est pas une petite samba, c'est l'équivalent d'une syncope hypoxique. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir réadapter les pratiques et en tout cas les éduquer à une surveillance plus rapprochée lors de leur pratique d'apnée. Okay. Alors pourquoi la rencontre des 7 mètres? Je vous ai dit, c'est surtout parce que c'est à la fin de l'apnée où on va scruter notre pression notre FiO2. Il y a aussi une explication, une autre explication physiologique, c'est souvent quand ils sont près de la surface, ils ont tendance à vouloir regarder le plafond, regarder la surface, on recule surface. Et à ce moment-là, vous avez, en faisant une extension du cou, vous avez une petite compression carotidienne qui entraîne une petite bradycardie et qui donc du coup va accentuer le phénomène. C'est pour ça que souvent ça favorise la syncope à l'arrivée en surface. Fabrice a dû vous parler de l'étude sur l'adénosine. Donc en effet, ils avaient fait une étude, ils avaient montré que les gens qui avaient des taux d'adénosine importants étaient plutôt prédisposés à la syncope. Donc en effet, c'est plutôt bon pour faire les phénomènes adaptatifs, la vasodilatation cardiaque et cérébrale, mais néanmoins, on a l'impression que ça entraîne une tendance à la syncope hypoxique. Et ce qu'ils avaient montré, c'est que la caféine serait plutôt protecteur par rapport à ces symptômes. C'était un des trucs qui a ressorti de cette étude. L'hypercapnie, je vous ai dit, c'est pas très grave, puisque finalement, c'est ça qui va vous sauver, c'est ça qui va vous entraîner ce réflexe de reprise ventilatoire. Les symptômes de l'hypercapnie, c'est les mêmes que en pratique clinique courante, donc essentiellement des céphalées, hypertension artérielle, mais finalement, ça entraîne peu de suraccidents en apnée. Deuxième grand type d'accident, c'est l'hémoptysie. Alors l'hémoptysie, ce qui est dommage, c'est que mon cours du coup arrive après celui de l'œdème pulmonaire, puisque finalement la physiopathologie de l'hémoptysie en apnée se rapproche beaucoup de celui de l'œdème pulmonaire d'immersion. Okay. Alors c'est quoi la physiopathologie? La première cause. Celui-là, on l'a pas fait au final. Ah, je sais, vous l'avez demain matin. Ah oui, d'accord. C'est pour ça d'habitude je viens après. Ah, vous avez déjà fait l'œdème pulmonaire. Pardon? Dans le détail. Je vais aller un peu plus dans les détails, mais vous allez avoir 1h30 de cours là-dessus. Alors, il y a beaucoup de phénomènes physiopathologiques qui sont communs à la plongée en bouteille. Il y a quelques variations qui sont propres un peu à l'apnée. Alors, la première chose, c'est le blue shift. Okay. Donc, Fabrice vous en a parlé. Le blue shift, c'est du coup le fait que l'augmentation de la pression hydrostatique va entraîner
une diminution des volumes aériques et donc du coup un ralentissement des poumons qui va finir par se remplir de sang. Ce blood shift, ça va entraîner du coup quand même une hypervolémie relative au niveau, enfin, donc une augmentation de la précharge au niveau cardiaque. Ce phénomène de blood shift, on l'a pas en plongée bouteille, mais on l'a quand même en bouteille du fait de l'immersion. Du fait de s'enlever de la pesanteur, on a une augmentation du reflux, du retour veineux, et donc du coup une augmentation de la précharge cardiaque. La deuxième chose, il en parlait aussi, c'est le froid qui va entraîner une vasoconstriction périphérique, et donc qui va augmenter ce phénomène d'hypervolémie relative, une augmentation de la précharge. Et puis, du coup, cette vasoconstriction périphérique va entraîner les résistances vasculaires périphériques, et donc une augmentation aussi un peu de la post-charge. Cette augmentation de la précharge, elle va être aggravée par la bradycardie, donc la diminution de la fréquence cardiaque du fait du diving reflex. Et puis, cette augmentation de la post-charge, décidément, on m'emmerde, elle va être aussi aggravée par l'augmentation de la tension artérielle. Il a dû vous dire que la tension artérielle augmentait au cours de l'apnée. Alors, la tension artérielle va augmenter pour des raisons différentes en plongée bouteille. En plongée bouteille, c'est plutôt à l'hyperoxie qui fait monter la tension artérielle. Là, c'est du fait de l'apnée, on va augmenter notre tension artérielle, augmenter la post-charge. Tout ça va faire qu'on va avoir une augmentation des pressions au niveau des capillaires pulmonaires. Et donc, du coup, si on a une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires, une fuite plasmatique des capillaires pulmonaires vers les alvéoles, et donc une instauration d'un œdème pulmonaire. À côté de ça, le fait d'avoir des contractions diaphragmatiques, ça va mettre des à-coups pressionnels au niveau alvéolaire, et donc ça va fragiliser les alvéoles, et donc ça va pouvoir entraîner un passage de sang en tout cas entre les alvéolo-capillaires, oui. Et donc du coup, en plus d'avoir du liquide dans les alvéoles, vous allez avoir du sang dans les alvéoles, et ceci peut être encore plus aggravé par les manœuvres d'insufflation glossopharyngée, d'accord, la CARP. Tout ça fait que au final, au final, vous allez avoir un afflux de sang dans les alvéoles et donc du coup une toux, une dyspnée et de l'hémoptysie. C'est la physiopathologie de l'hémoptysie. Vous verrez que on va en parler après, donc je vais me taire. La manœuvre glossopharyngée, donc je vous l'ai montré en vidéo. Je ne sais pas si Fabrice vous en a parlé. En effet, ça leur fait augmenter énormément leur volume pulmonaire. Il va avoir une augmentation de 50 à 100% de leur capacité vitale. Okay. Là, ça c'est les chiffres de Morgan hein, sur des mesures qu'on avait fait dans le service. Vous voyez, passer de 6 litres 87 à plus de 10 litres, juste avec les manœuvres de temps. Ces hémoptysies, donc on a montré hein, que c'était bien l'œdème pulmonaire, hein, notamment là sur cette étude où on faisait des échographies et des scanners rapidement après l'épisode hémoptysie. Et donc vous voyez, vous avez un aspect d'œdème pulmonaire avec les lignes EV et un aspect de scanographie d'œdème pulmonaire. La problématique de ce truc-là, c'est que est-ce vraiment un œdème pulmonaire? Puisque dans cette étude faite par c'était une équipe chinoise, je crois, oui. Ils avaient regardé, ils se faisaient des scanners systématiques à des apnéistes qui faisaient des manœuvres glossopharyngées, des manœuvres de CARP. Okay. Donc, ils avaient pris 6 apnéistes qui faisaient des manœuvres de CARP, et ils avaient fait des scanners au décours. Et sur les 6 scanners, vous voyez qu'il y en avait qu'un seul qui avait un scanner normal. Tous les autres avaient des lésions de surpression pulmonaire, que ce soit des pneumoïdiestins, ou essentiellement des pneumonies. Donc la question qui va se poser quand on aura une hémoptysie, c'est quel est le diagnostic? Donc l'hémoptysie, c'est donc associé à l'hémoptysie, vous avez en général une toux, une douleur thoracique, éventuellement une gêne laryngée. Ça va être plutôt dans le cadre d'une surpression, une dyspnée ou une modification de la voix. Et la question, est-ce que c'est un œdème pulmonaire? Est-ce que c'est une surpression pulmonaire? Du coup, devant toute hémoptysie, la conduite à tenir, c'est surtout pas se réimmerger, sortir de l'eau, faut les mettre sous oxygène et préconiser un avis médical systématique. Comme trop souvent, ces hémoptysies, elles sont hyper négligées par les apnéistes.
quand vous interrogez les apnéistes que si vous envoyez en consultation pour l'aptitude, souvent vous retrouvez des épisodes qui ont été négligés. Sauf que ces épisodes négligés, si c'était une surpression, bah, ça peut être embêtant pour la réimmersion. Et puis si c'était un œdème pulmonaire, il y a un risque de récidive qui est important. Du coup, devant toutes les hémoptysies, il faudra faire un bilan minimum, une imagerie la plus précoce possible, un scanner. Alors pourquoi le plus précoce possible? Parce que alors, si vous avez un problème de surpression avec un pneumoïdestin, même si c'est un peu tardif, vous le verrez. Par contre, si c'était un œdème pulmonaire, si vous le faites longtemps après, en général, ils ont normalisé leur imagerie. C'est une contre-indication, un épisode d'hémoptysie de minimum 1 mois à la pratique de l'apnée. Et si vous n'avez pas eu de problème de surpression et que c'est bien un œdème pulmonaire, il faudra bien sûr faire un bilan cardiovasculaire pour envisager une reprise de l'apnée. Bilan cardiovasculaire, donc c'est au minimum une échographie et une épreuve d'effort, voire une échographie cardiaque d'effort. C'est encore le mieux. Et puis, il y a vraiment, alors c'est ultra spécialisé, mais il y a à Toulon, par exemple, ils font des mesures, donc de l'échographie et des bilans cardiovasculaires en immersion. Mais ça, vraiment, c'est des centres hyper spécialisés, on peut pas le proposer à tous les apnéistes. Comme je vous le disais, il y a une grosse sous-évaluation médicale de ces hémoptysies, qu'il y a un risque de récidive qui est non négligeable. Et même si on n'a pas de chiffres là-dessus, c'est les œdèmes pulmonaires, en tout cas, on va les chiffres sur les œdèmes pulmonaires en plongée en bouteille. C'est des accidents qui sont potentiellement mortels. Je crois qu'il y a des décès en plongée, Mathieu, vous l'avez fait, 50% des décès en plongée, c'est des œdèmes pulmonaires. Est-ce qu'en apnée, il n'y a pas une part des décès qui sont dus à des œdèmes pulmonaires? Ben ça, pour l'instant, on en sait rien. Oui. À la sortie de l'eau, pour faire le différentiel entre l'auto-immersion et la surpression, c'est compliqué. Hein. Sur le scan, s'il y a un peu de bassin, tu verras, c'est toute la surpression. Avec le scan, tu fais la différence. Ouais. Soit tu as. La prise en charge, c'est la même chose. Alors, la prise en charge, c'est la même, c'est repos, oxygène. Pardon? Éviter les diurétiques. Ouais, l'œdème pulmonaire, en général, on les diurétique pas. Ce qu'on appelle le squeeze, c'est ce que tu as la surpression. C'est exactement. Ce qu'en général, ils appellent le squeeze, c'est l'hémoptysie. C'est la même chose. C'est la même pathologie. C'est du précis. La seule différence entre ta surpression et ton œdème pulmonaire, c'est que si vraiment il y a un site hypoxémique, le traitement, ça sera de la VNI. Okay. Mais en général, ils sont pas très hypoxiques. Autant en plongée bouteille, ils sont souvent à la sortie de l'eau, ils restent hypoxémiques, pendant un petit moment, alors qu'ils se sentent très bien. Hein. Ils disent non, ça va beaucoup mieux, mais quand on leur fait des gaz du sang, ils ont une hypoxémie parfois prononcée, alors qu'en apnée, souvent, il n'y a pas cette hypoxémie. Et du coup, sur le scanner thoracique, la différence, c'est que la surcharge avec des globales, avec des plages dans des parties, un et focal sur Non, alors l'hémoptysie, tu as deux diagnostics, soit c'est un problème de surpression pulmonaire, et dans ce cas-là, tu auras soit un pneumodiasthin, soit un pneumothorax. Et donc ça, tu le vois au scan. Pas mis l'imagerie de. Là, tu vois. Ouais. Si, tu vois le pneumodiasthin. Forcément, les destins ou un pneumothorax, au moment où tu as eu l'hémoptysie, c'est soit l'un, soit l'autre. Le scanner va te permettre de discriminer, parce que la prise en charge, c'est pas la même. Et sur un œdème pulmonaire, une hémoptysie sur un œdème pulmonaire, c'est ce type d'image. Et du coup, il y en a qui passent inaperçus alors qu'ils ont quand même un petit pneumothorax ou un pneumomédiastin. Ça ils peut. arrivent à le négliger alors qu'ils ont quand même un truc qui reste décollé. Ouais. D'accord. Ça peut être parfaitement toléré, ça. Hein. D'ailleurs, ils étaient asymptomatiques. Hein. Non, ça, c'est un pneumomédiastin. Et les pneumothorax, ils sont partiels. Il y a les pneumothorax partiels. Ouais, ils ont eu une petite gêne. Ils se sont sentis vaguement un peu essoufflés, mais. Toutes les analyses sont par exemple Bonne condition physique. ou alors c'est biaisé par la vidéo qu'on vient de voir, l'article qui a de très bonnes conditions physiques. Alors, il n'y a pas d'apnéistes qui font 120 kilos. Non, moins que chez les plongeurs. Moins chez les plongeurs. Ça ou un petit pneu incomplet, il va peut-être pas le faire. Ouais, mais après,
il y a quand même des apnéistes qui font de l'apnée, pas forcément en tapant des 60 mètres, ou les chasseurs sous-marins. T'as des chasseurs sous-marins qui font pas, c'est pas des sportifs de haut niveau, hein. Troisième pathologie qui est spécifique de l'acné, c'est le taravana. Alors taravana, en fait c'est issu d'un mot polynésien qui veut dire devenir fou, être fou. Ça a été décrit chez des Polynésiens au milieu du siècle dernier. Ça a été décrit chez des pêcheurs de coquillages. Il me fait chier à passer automatiquement. Alors, quand ça a été décrit, la caractéristique de ces plongeurs, c'est des plongeurs qui faisaient des plongées dits à poids variable. En gros, ils prenaient un rocher pour descendre plus vite et plus profond. Ils se tenaient au rocher, une fois arrivé au fond, ils lâchaient le truc, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient, puis ils remontaient. C'était des apnées à des profondeurs relativement importantes, hein, entre 20 et 45 mètres, mais surtout, c'était des plongées itératives. Ils faisaient plus de 15 plongées par heure, donc avec des repos sur face très courts, et ça pendant longtemps, puisque vous voyez, ils faisaient ça pendant 6 heures d'affilée en moyenne. Et pourquoi ils avaient étiqueté ça taravana, devenir fou, parce que c'est les Polynésiens qui disaient ça entre eux. C'est parce que les symptômes qui étaient décrits en 1947, hein, au milieu du siècle dernier, c'était essentiellement des symptômes neurologiques, à type de déficit sensitif ou moteur, plutôt centraux, donc des hémiparésies, des hémiplégies, des troubles phasiques, et puis il y avait certains qui faisaient ou des troubles psychiques, d'où ce mot de taravana. Pendant longtemps, on s'est demandé mais pourquoi ils font ces trucs-là, puisqu'on pensait que l'accident de désaturation, c'était pas possible en apnée, puisqu'on respirait pas des gaz avec des pressions partielles augmentées, donc des pressions partielles d'azote augmentées au fond. Donc on se demandait, est-ce que c'est pas une vasoconstriction hypoxique au niveau cérébral qui entraînerait une ischémie cérébrale? Est-ce que c'est pas des embolies gazeuses d'origine sur des surpressions pulmonaires, des cérébrales aéroembolismes sur une surpression pulmonaire avec une effraction de la barrière alvéolo-capillaire et donc un passage d'air dans la circulation. Et puis la dernière hypothèse, c'est ADD, point d'interrogation, on savait pas trop. Certains avaient, alors beaucoup plus tard, quand on avait l'imagerie, on voyait ces lésions-là, et donc se poser la question, si c'est pas un ADD, quelle est la place du caisson dans la prise en charge de ces taravanas? Il y a une étude qui a été faite par docteur Errand, qui à l'époque n'était pas docteur, puis c'était sa thèse, qui était un chasseur sous-marin de haut niveau, puisqu'il faisait des compétitions et qui avait décidé de faire sa thèse là-dessus. Et merde. Et donc il a étudié l'apparition de symptômes chez des pêcheurs de haut niveau. Donc il regardait tous les accidents dans les compétitions sportives de chasse, avec des profils qui ressemblaient un petit peu à ces plongeurs polynésiens, hein, puisque c'est des plongées de 5 à 8 heures consécutives, des profondeurs importantes, des profondeurs supérieures à 30 mètres, des durées d'apnée relativement importantes, hein, puisque 2 minutes d'apnée avec des temps de respiration qui étaient relativement courts, entre 30 et 40 secondes. Et lui, ce qu'il a vu, c'est qu'en effet, c'était essentiellement des manifestations neurologiques. Mais ce qui a mis un peu la puce à l'oreille, c'est il y a un cas où c'était une symptomatologie vestibulo-cochléaire. Et donc ça nous faisait penser que peut-être qu'il y avait quand même quelque chose qui peut être commun avec les accidents de désaturation. Ce qui est étonnant, c'est que l'essentiel des symptômes sont souvent neurologiques, mais quand même, on peut avoir des symptômes au niveau de l'oreille interne. Du coup, on a commencé à étudier la possibilité éventuellement de saturer ces tissus en apnée. Il y a des chercheurs qui montraient que en fait le pourcentage d'azote en fin d'apnée, il augmentait relativement importante. Alors pourquoi? Parce qu'on consomme l'oxygène, que finalement on va produire peu de CO2, et donc du coup le pourcentage d'azote va augmenter au niveau alvéolaire. La deuxième chose, c'est que même si on respire pas un gaz, le fait de l'augmentation de la pression hydrostatique, la pression partielle d'azote, elle va un petit peu augmenter. Entre l'augmentation du pourcentage et l'augmentation de la pression hydrostatique,
ben, on a une augmentation de la pression partielle d'azote. Et donc, éventuellement, la possibilité d'augmenter le passage d'azote au niveau de la circulation et éventuellement saturer ces tissus. Et puis, ce qui a été montré, c'est que souvent les apnéistes donc hyperventilent avant, et cette hyperventilation avant l'immersion va entraîner une fermeture des chantres pulmonaires et l'élargissement de la surface d'échange alvéolo-capillaire qui va faciliter ce passage d'azote au niveau de la circulation. Et donc, potentiellement, quand on va faire ces immersions très répétées, à chaque fois, on va un petit peu saturer, pas beaucoup, hein, mais à chaque fois un petit peu. Ah ben, on va entraîner une petite saturation tissulaire qui peut être à l'origine d'un accident de désaturation. Alors, les facteurs de risque de ce Taravana, accident de désaturation en apnée, point d'interrogation, les choses ne sont pas encore si claires que ça. On les connaît bien, par contre. Donc, c'est bien évidemment la profondeur des apnées, la durée totale de l'immersion, la durée de récupération en surface. Au plus elle est courte, au plus on a un risque de faire ces accidents. L'état physique du plongeur, en effet, on a l'impression que l'incidence augmente avec l'âge. L'effort musculaire qui est produit pendant l'apnée. Et puis, quelque chose qui est pas reconnu, on pense que c'est les vitesses de descente et de remontée. Et donc ça, les scooters seraient clairement favorisants d'accidents, puisque vous allez aller plus profond, plus vite et remonter plus vite. Et donc, du coup, entraîner des situations de plus importantes tissulaires. Du coup, ce mec-là, pendant sa thèse, là, Nicolas Errand, avait proposé, alors en apnée, on ne peut pas faire de palier, okay, mais il avait proposé des tables, un peu comme des tables de décompression, et lui, il avait proposé de faire des intervalles surface, en tout cas un maximum d'apnée par heure, selon la profondeur et le temps. Là, vous avez donc la profondeur, ici, vous avez le temps au fond, et la durée totale d'immersion. Et en fonction de ça, il a proposé des tables pour avoir le nombre maximal d'apnées que vous devez faire par heure. Typiquement, si je vais à 30 mètres, que je fais une apnée au fond de 2 minutes et que je m'immerge pendant 4 heures, ben, je ne dois pas faire plus de 12 apnées par heure. Voilà, c'est comme ça qu'il se liste pour éviter l'apparition de ces accidents de désaturation. Alors, c'est des calculs théoriques, hein, vu les faibles échantillons, ça n'a jamais été éprouvé sur le terrain, mais néanmoins, ça peut quand même donner une idée de comment adapter sa pratique quand on fait de l'apnée, notamment l'apnée. Alors, les apnées sportives, ils font peu d'immersion par heure. C'est souvent ces profils-là. Là, où vous voyez des immersions relativement profondes et itératives, c'est souvent les chasseurs, et souvent en compétition, puisqu'il y a un chrono et qu'il faut faire le plus de potions possible. Et donc, c'est ces profils-là qui sont à risque. Se pose toujours la question de l'étiologie. Néanmoins, comme on a de plus en plus d'arguments pour dire que c'est potentiellement des accidents de désaturation, probablement que ces symptomatologies neurologiques, il faut leur proposer une recompression. Alors, je vais vous dire, la vasoconstriction hypoxique, encore faut-il le prouver, mais si, que ce soit de toute façon une embolie sur une circulation pulmonaire ou un accident de désaturation, la thérapeutique, ce sera le caisson. La seule différence, c'est que si on a le moindre doute sur une éventuellement embolie cérébrale sur une circulation pulmonaire, on va quand même faire une imagerie avant. On va prendre le risque de le comprimer dans un caisson avec un pneumothorax ou un pneumomédacine. D'où l'imagerie pour éventuellement avant de décider d'en compression. En apnée, alors on parle de pathologies spécifiques, mais il ne faut pas oublier la traumatologie. Donc en chasse sous-marine, il y a régulièrement des accidents, mais il y a aussi la fameuse plaie par hélice. Donc pensez éventuellement que toutes ces pratiques-là, elles peuvent être un risque de traumatologie grave, sévère, grave. La prévention, c'est de se signaler comme on plongeait bouteille pour éviter les accidents. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux accidents? Un petit mot de la visite médicale d'aptitude. De la même manière, normalement, Mathieu aurait dû faire son cours sur l'aptitude à la plongée. Et donc, habituellement, je passe après et vous allez avoir, pareil, je crois, 1h30 de cours, même plus, sur l'aptitude médicale à la plongée. Donc, je vais essayer de faire court et vous allez voir plus en détail demain. Pour l'apnée, on va s'appesantir un peu plus sur la sphère ORL, d'accord, pour les barotraumatismes ORL, avec notamment l'autoscopie et la mobilité tympanique. En cas de doute, pas hésiter à leur faire une tympanométrie.
Les problèmes cardiovasculaires, donc au minimum, je ferai un électrocardiogramme. Au moindre doute, ne pas hésiter à leur faire des épreuves d'effort, voire des échographies cardiaques d'effort. Celle-là, alors ça, ouais, c'est faisable, mais en pratique clinique courante, c'est compliqué. Donc, essayer de voir quel est essayer de leur provoquer un diving réflexe en leur mettant la tête, enfin, le visage dans l'eau froide et pour entraîner une bradycardie, éventuellement dépister des troubles d'urine. Mais vous voyez très bien que dans une visite d'aptitude dans une clinique courante, c'est difficilement faisable. Et puis, éventuellement, on peut compléter par de la spirométrie. Les contre-indications à l'apnée, vous pouvez les retrouver sur le site de la fédération, de la FFESSM. Vous avez donc les conditions, les contre-indications cardio, donc l'insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle non contrôlée, les accidents vasculaires cérébraux, c'est un peu les mêmes que en plongée bouteille. Au niveau ORL, c'est une perforation tympanique qui va pas cicatriser. Un déficit vestibulaire non compensé. En effet, quand vous faites de l'apnée, surtout de l'apnée profonde, en général, contrairement à la plongée bouteille, vous n'avez pas de repère visuel, donc ça peut entraîner un grand vertige et entraîner du suraccident. Les oscilloplasties, comme la plongée bouteille aussi, la coffeuse unilatérale et pas la coffeuse bilatérale. Donc je sais pas si on parlera demain. C'est con, hein, mais en fait, si vous êtes sourd de deux oreilles, de toute façon vous êtes sourd des deux oreilles, il peut rien vous arriver. Par contre, si vous êtes sourd d'une oreille et que vous flinguez l'autre oreille, du coup vous êtes vraiment sourd. Donc c'est pour ça la coffeuse unilatérale, c'est les contraintes qui sont pas au niveau pneumologique, c'est antécédent de pneumothorax spontané. Spontané, c'est quasiment une contre-indication à vie, que ce soit en bouteille ou en apnée. En fait, dans les textes, c'est une contre-indication de 10 à 20 ans, avec aussi absence de récidive, une réévaluation à 20 ans. Autant dire que voilà, c'est des contre-indications à vie. Les maladies bulleuses, alors l'emphysème pulmonaire, c'est une contre-indication avec toujours la problématique de la Fabrice me parlait d'un copain, lui, à qui on vient de découvrir, qui est un apnéiste de 60 et quelques balais, qui était fumeur, et qui on vient de découvrir de façon un peu fortuite, merci, de l'emphysème pulmonaire. Probablement que ce mec-là, ça fait 10 ans qu'il fait de l'apnée avec de l'emphysème pulmonaire. Voilà, ça c'est embêtant. Un asthme sévère non contrôlé, une BPCO. L'ophtalmo, comme dans la plongée bouteille, c'est les kératophones supérieurs au stade 2. En neurologie, c'est l'épilepsie, bien évidemment. C'est dommage de penser sous l'eau. Les pertes de connaissances itératives, bien évidemment, ça serait dommage de perdre connaissance sous l'eau. Les psychoses sévères sont une contre-indication. Les risques de saignement, donc les thrombopénies, les hémophilies ou les thrombopathies congénitales. Pourquoi? Parce que l'hémoptysie et puis les poussées hypertensives. Donc c'est sûr que quand vous vous retrouvez à 300 et vous avez un risque de saignement, 300 mm de mercure de tension artérielle systolique, vous avez une thrombopénie, ça peut mal se passer là-haut. Ah, ça ajoute les anticoagulations. Les anticoagulations, alors. Les anticoagulants, normalement, sont en tout cas, les anglophones, par contre, ils contre-indiquent la plongée dès que vous êtes sous anti-agrégant ou anticoagulant. Anti-agrégant, c'est les anglo-saxons, oui, les francophones, non. Les anticoagulants, ça se discute. Normalement, c'est une contre-indication. Dans le centre, on fait plonger des gens sous anticoagulants, mais faut pas le dire. Les diabètes de type 1 et 2, voire annexes, c'est-à-dire c'est sous condition. C'est des conditions de pratique particulières. Donc, il faut que l'endocrinologue soit OK, qu'ils aient un diabète parfaitement équilibré, qu'ils maîtrisent leur hypoglycémie, que ce soit pas sous sulfamide. Qu'ils soient en capacité de se resucrer dans l'eau. Enfin, ouais, il y a plein de conditions. Et puis, au niveau gastro, c'est les manchons anti-reflux. Pourquoi? C'est le risque de barotraumatisme digestif. En gros, ce qui doit vous limiter sur ces chirurgies de manchons anti-reflux, c'est la capacité ou non à pouvoir éructer.
S'ils peuvent éructer, a priori, on pourra les laisser plonger. Bon, les contre-indications temporaires, je les passe. Ouais, il y en a des évidentes, hein, quand vous êtes bourré, quand on est enceinte, des pathologies aiguës, hein, un infarctus récent, on pourra peut-être le laisser plonger, mais que à distance. Ouais, vous les retrouvez. Demain, on reviendra peut-être sur les contre-indications. Alors ça, c'est pour l'apnée. Ok. T'as l'apnée, et en plus, si tu regardes bien, tu as des différences entre les apnées en piscine, donc les apnées dynamiques, et les apnées à poids constant. Donc, poids constant, c'est l'élevé, et en haut, c'est que les apnées en piscine. Je j'aurais une question. Oui. Pour les glaçons, quand c'est fait vite, on en fait quoi? Ah ben, ça va dépendre. Alors, on part sur un truc là. Phlébite, phlébite superficielle, on s'en fout. Thrombose veineuse profonde. Okay. Donc, tant qu'ils sont anticoagulés, c'est une niette. Okay. Le problème, c'est qu'après, il va falloir savoir sur quel terrain ils ont fait. Est-ce qu'ils ont une thrombophilie sous-jacente? S'ils ont une thrombophilie sous-jacente, probablement. Alors, pour l'apnée, on pourra les laisser plonger. Pour la plongée bouteille, je pense que Mathieu vous en parlait. Hein. Pour la plongée bouteille, ça sera avec restriction. Pourquoi? Parce que théoriquement, tu as un risque accru d'accident de désaturation. Donc, manchon gazeux, clou plaquettaire, maladie de désaturation. Et donc, du coup, c'est un risque accru d'accident de désaturation. Donc, ça sera maximum, plongée sans palier obligatoire. De toute façon, dès lors qu'ils sont anticoagulants, c'est net. Alors, officiellement, c'est niet. Parce que les pathologies sont traités pendant pas très longtemps. En général, oui. Sauf s'ils ont une thrombophilie. Là, de toute façon, c'est net aussi. Et non, c'est niet, a priori, ce serait net. Les embolies pulmonaires, c'est pareil, j'imagine. Oui, c'est le même topo. Question. Tu es médecin de soignant ou pas? Ah oui, c'est la question que je cherche à répondre. Après, une sclérose de varice, du coup. A priori, je ne veux pas être contre une question. Je pense qu'il y en a quand même, parce que c'est quand même une formation d'un bio, même si c'est pas. Ah oui, non, mais oui, en immédiat, oui, temporaire. Genre, après, tout ça, c'est du loisir. Hein. Donc oui, il va plonger pendant un mois. Quoi. Il n'a pas de contre-indication, votre visite s'est bien passée, éventuellement pour faire du conseil pour éviter les accidents. Comment plonger bouteille, c'est être en bonne forme psychique et physique. Bien évidemment, éviter de plonger dans un contexte d'infection, notamment de la sphère ORL. Ne pas faire d'apnée dans les 12 heures qui précèdent ou dans les 12 heures qui suivent une plongée de bouteille. Favoriser l'échauffement et la progressivité, donc c'est-à-dire je vais pas m'envoyer mon record à la première apnée. La progressivité, c'est aussi valable en plongée bouteille. Le no warm-up, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Éviter les apnées profondes à faible volume pulmonaire. Le grand truc des apnées sportifs, c'est que pour s'entraîner, ils essayent de faire des apnées à leur CRF. Okay. Donc ils se vident les poumons à fond et ils tentent une apnée. Ça, c'est pas très bon. Notamment pour les problèmes de surpression pulmonaire. Éviter l'hyperventilation, donc maximum 4 mouvements ventilatoires d'amplitude maximale avant l'apnée. Pourquoi? Pour éviter l'hypocapnie et donc du coup favoriser la syncope. Si vous faites de la CARP, il faut savoir la maîtriser et il ne faut pas le surjouer. Ne pas banaliser les contractions diaphragmatiques sur le fond. En général, quand on commence à contracter le diaphragme au fond, ça veut dire qu'il faut le remonter, sinon ça va mal se passer. Éviter les exercices de haute intensité lors de la remontée. Bon, ça, c'est un peu contextuel, on va dire. Limiter la durée de l'apnée à 90 secondes, surtout si la profondeur est importante, et on considère que la profondeur commence à être importante au-delà de 10 mètres. Je vous l'ai déjà dit, ne surtout pas banaliser une samba. Une samba, c'est l'équivalent d'une syncope hypoxique. Avoir du temps de récupération en surface. Je vous renvoie au tableau de l'équivalent palier là,
Donc, avec le nombre de maximum d'apnées par heure. Comme en plongée bouteille s'hydrater au moins de 300 cc au minimum par heure d'immersion, c'est plutôt 4 ou 500 cc hein, même. Et puis éviter de prendre de l'aspirine en post-immersion, puisque les INS, je sais pas, je vous en ai pas parlé, mais seraient un facteur favorisant de squeeze ou en tout cas d'hémoptysie. Avant, Oui. Pour le risque d'accident de saturation. Ouais, mais même, si tu veux plonger une bouteille, tu ne fais pas des. Je ne parle pas du mal de Subin. Hein. Si tu veux faire du snorkeling, on s'en fout. Mais de la vraie apnée itérative, ou profonde, ou chasse. En conclusion, les accidents en apnée, vous avez, comme un peu dans les accidents en bouteille, les accidents toxiques avec essentiellement les syncopes hypoxiques, d'accord, qu'elles soient des syncopes ou samba. Les accidents respiratoires, c'est les hémoptysies. Dans les hémoptysies, il faudra essayer d'arriver à faire le distinguo entre du barotraumatisme ou l'œdème pulmonaire. Le Taravana, probablement ADD, probablement pas du vasospasme hypoxique, peut-être de temps en temps des surpressions pulmonaires avec embolie gazeuse cérébrale. Et puis, ne pas oublier la traumatologie avec les plaies par hélice pour ou les plaies par flèche pour les chasseurs. Voilà, j'en ai terminé.